Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au problème d'advection-diffusion instationnaire. Nous allons donc avoir d'abord un terme temporel, le DUDT, suivi d'un terme de transport, donc plus bêta DUDX, qui est égal à un terme de diffusion, le epsilon d carré U dx carré. Nous allons avoir donc des conditions frontières et une condition initiale. Donc nos deux conditions limites sont en 0 et en 1, et on impose qu'elles valent respectivement 1 et 0, et nous avons une condition initiale nulle. Afin de simuler tout cela, nous allons donc créer une structure de données FEM-problème, et nous allons utiliser donc un schéma numérique pour obtenir une estimation de la solution. Le schéma numérique est rappelé donc en bas à droite de votre écran, où on observe que pour le terme de transport, on applique une moyenne pondérée d'une différence finie centrée et une différence en amont, tandis que pour le terme de diffusion, on applique simplement une différence centrée. Et on impose simplement que le 0e nœud et le nœud en n valent donc les conditions limites imposées. De cette façon, nous allons donc être capables de simuler notre équation d'advection-diffusion instationnaire, comme vous allez le voir. Nous allons donc commencer par implémenter la solution analytique de notre équation. Donc l'équation est rappelée en haut à droite. Nous remarquons que nous avons donc deux paramètres liés à celle-ci, le coefficient bêta sur le terme de transport et le coefficient epsilon sur le terme de diffusion. Nous avons donc deux conditions limites et une condition initiale. Nous avons pu obtenir la solution analytique lors de la séance d'exercice, où nous avons donc différencié trois types de coefficients. Le coefficient P qui est le rapport entre nos deux paramètres de l'équation, le coefficient C qui est également une expression qui dépend cette fois du mode, donc de K, et nous avons enfin le dernier coefficient qui est ici le coefficient devant le sinus, donc qui est un peu plus complexe. Nous allons donc chercher à implémenter la solution analytique afin de satisfaire une certaine précision. Donc la première chose que nous allons faire est de récupérer la solution de régime. Pour ce faire, nous allons faire un pointeur vers, on va appeler ça U régime, donc vers myProblème U régime, voilà. Nous pouvons calculer la solution de régime en faisant advection diffusion steady solution. Et ensuite, nous pouvons dire que la solution U est cette solution. Et donc faire une boucle, donc I égale 0, I plus petit que size, et dire que U de I, c'est égal, alors c'est petit u pour la solution analytique, c'est égal donc à U régime I, voilà. Ensuite, nous allons donc récupérer les paramètres bêta et epsilon. Nous pourrons alors calculer le coefficient P, qui lui ne dépend pas de K. Et ensuite, nous allons donc entrer dans la boucle sur K, où nous allons calculer différents termes à l'intérieur du terme de somme. Donc, commençons par bêta. Donc, c'est dans myProblème bêta. Ensuite, on récupère epsilon. Dans myProblème epsilon, on peut donc calculer le coefficient P, qui est donc bêta divisé par epsilon. Et ensuite, on va entrer dans notre boucle. Alors, je vais mettre un indice K, comme ça c'est le même que dans l'expression qui vous est donnée, qui commence donc à 1. Et là, en fait, on veut satisfaire un certain critère pour obtenir une précision. Et alors, nous allons en fait chercher donc à avoir une précision qui est de l'ordre du 10 exposant moins 8. Pour ce faire, nous allons regarder en fait la solution lorsque x est égal à 1, car nous savons que la solution vaut 0 dans ce cas-là. Et donc nous allons créer une variable qui va vérifier ceci, qui donne une variable test. On va l'initialiser à 1 simplement pour entrer initialement et satisfaire la condition. Donc on dirait initialement qu'il faut que test soit donc plus grand que 1 10-9 par exemple. Et si on fait ceci, et qu'on satisfait toujours la condition, eh bien on est dans une boucle infinie. Ça, on ne veut pas. Et donc, on va également imposer que K doit être inférieur à 500. Ensuite, on peut calculer K fois pi, en faisant M fois pi fois K. On remarque en effet que c'est un coefficient qui va
revenir très souvent. Ensuite, on peut calculer notre coefficient C, qui est donc moins epsilon fois capi fois capi moins bêta fois p divisé par 4. On peut calculer le coefficient qui est devant le sinus, on va appeler coefficient, coef. Donc 8 fois capi divisé par 4 fois capi fois capi plus p carré, donc p fois p. Voilà. Ensuite, on peut calculer la nouvelle estimation de test. Donc test, c'est simplement notre terme de droite quand on remplace donc x par 1. Et donc c'est simplement coef fois exponentielle de pi demi plus c fois t, qui est le temps est donné par la variable time. Donc là nous avons notre test. Et enfin, il suffit maintenant de remplacer pour chaque valeur de x et de u en fait à associer la bonne valeur. Et donc voilà, on dit simplement que u de i c'est moins égal, attention qu'on avait bien un signe moins devant la somme, fois le sinus de capi fois xi fois exponentielle de p fois xi divisé par 2 plus c fois le temps. Voilà. Et de cette façon, nous calculons bien notre solution analytique. Nous allons maintenant nous intéresser à calculer le pas de temps le plus haut que nous pouvons utiliser pour la méthode de Runge-Kutta. Le code fourni permet donc de trouver déjà le pas de temps pour une méthode de l'air, et nous allons utiliser ce résultat pour obtenir directement pour la méthode de Runge-Kutta. Donc j'ai rappelé les deux inéquations qui nous mènent à trouver la plus grande contrainte, et ensuite l'inéquation qui va nous permettre de trouver en fait le lien entre le pas de temps pour la méthode de Runge-Kutta par rapport au pas de temps pour la méthode de l'air. Donc l'idée est en fait de trouver le coefficient R qui satisfait donc l'inégalité suivante, qui est de dire que le pas de temps pour Runge-Kutta est plus grand ou égal à ce coefficient R fois le pas de temps pour ELR, pour la méthode de l'air. Et on obtient ce coefficient R en regardant simplement les zones de stabilité. Et on observe donc que le coefficient R le plus grand que nous pouvons trouver est en fait celui sur l'axe des réels. Et donc pour la méthode de l'air, on voit que la distance de zone de stabilité est une distance qui vaut 2, la longueur qui est en bleu là. Nous observons pour la méthode de Runge-Kutta que la distance vaut quant à elle 2,7 à peu près. Donc ça, je vous conseille de tracer le graphe et simplement de regarder. Et donc le rapport entre les deux nous donne le coefficient par lequel nous devons multiplier le dt de la méthode de l'air pour obtenir le dt de la méthode de Runge-Kutta. Et donc 2,7 divisé par 2, c'est simplement 1,35. Et donc on peut faire 1,35 fois dt et obtenir le résultat directement. Nous allons maintenant implémenter la fonction qui calcule le terme de droite de notre schéma numérique. Donc je vous ai rappelé l'expression en haut à droite de votre écran. Donc nous avons besoin de différents coefficients. Premièrement le coefficient zeta, ensuite bêta et le pas h. Donc nous obtenons zeta simplement en faisant myProblem zeta. On peut faire pareil pour bêta. Voilà. J'ai raté la flèche. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on doit aussi récupérer epsilon. Epsilon, voilà. myProblem epsilon. Ensuite, on peut calculer h. Donc, h qui doit valoir 1 divisé par size moins 1. Alors, faites attention de bien mettre 1.0, sinon ici on ferait une division entière, car size est un entier, et donc nous obtiendrons sûrement 0. Voilà. Et donc là, on évite ce problème. Et donc, on peut maintenant calculer nos termes f. Donc, premièrement, on remarque que f de 0 est égal à 0. Et le dernier f, donc f de size moins 1,
est également égal à 0. Et donc notre boucle ici va elle commencer à 1 et donc va finir à size moins 1. Et ici nous allons donc calculer nos trois termes. Alors, nous allons commencer par les termes de transport et ensuite le terme de diffusion. Donc nous obtenons moins 1 moins zeta fois bêta fois ui plus 1 moins ui moins 1, ceci divisé par 2 fois h. Et alors, on peut écrire ceci sur plusieurs lignes. Alors, on met des parenthèses. Voilà, comme ça. Donc ici, on va ensuite avoir moins zeta fois bêta fois ui moins ui moins 1 divisé par h. Donc là, nous avons nos termes de transport, et ensuite on calcule le terme de diffusion, plus epsilon fois ui plus 1, moins 2 fois ui, plus ui moins 1, divisé par h carré. Voilà. Et de cette façon, nous avons donc bien nos termes f pour chaque nœud. Intéressons-nous maintenant à la méthode d'Euler. Donc, je rappelle ici d'abord le schéma numérique, donc qui est simplement de dire que u de n plus 1, donc au pas de temps suivant, est égal à u de n plus delta t fois la fonction qui a été estimée au pas un. Donc une méthode qui est bien explicite. Alors de quoi avons-nous besoin? Eh bien d'abord de la taille de notre vecteur u et x, donc qui est size, qui est donné dans myProblem size. Ensuite, on va vouloir écrire notre solution dans un vecteur u. Donc on va faire un pointeur vers l'endroit dans myProblem, dans la structure donc, où on stocke la solution, qui est donc myProblem grand U. Et ensuite on va calculer les termes sources, et donc pour ce faire on va utiliser la fonction de diffusion compute right hand side, qui va en fait mettre la solution dans f. Et donc on doit faire un malloc, hop, ici, malloc size of, c'est des doubles qu'on va mettre, taille size, et comme ça on fait directement appel à advection diffusion compute right hand side. Ici on donne le problème, on donne u et on donne f. Donc là nous obtiendrons donc notre terme de droite de notre schéma numérique, et donc en fait ici ce qui est représenté par f. Et ensuite il suffit de mettre à jour ui. Pour ce faire, donc on parcourt chaque ui, donc for i est égal à 0, i plus petit que size, plus i, voilà. Et bien on va simplement dire que ui c'est plus égal dt fois f de i. Et attention, ne pas oublier de libérer la mémoire de f. Voilà. Intéressons-nous maintenant à implémenter la fonction qui fait l'update par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Donc la méthode est de nouveau rappelée en haut à droite de votre écran, ainsi que la structure juste en dessous. Pour implémenter cette méthode, nous avons donc besoin toujours de la taille de notre domaine, donc qui est donné par size, qui est le nombre de nœuds, donc c'est donné par myProblem size. Ensuite on va avoir un pointeur vers notre solution discrète. Alors ensuite ce que nous allons faire, c'est définir un uhold qui contient donc les valeurs de u et qui ne vont jamais être modifiées lors d'une itération. Cela va nous permettre de calculer donc K1, K2, K3, K4, car ce sont des estimations de f
qui dépendent de UN. On va également, donc on va déjà écrire ceci, uhold. Donc là, il faut l'initialiser. Alors size of cd double fois size. Là, on veut que ce soit une copie de U. Donc une façon de faire ceci, c'est utiliser memory copy. Donc on a ici. Et donc on donne la destination, on donne la source et on donne la taille. Donc la destination, on veut mettre dans uhold. On doit mettre U. Et la taille, c'est la taille avec bien le size of qu'on inclut. Et lorsqu'il faut bien faire attention quand on utilise même copie, c'est d'avoir alloué précédemment la mémoire. Alors on va également faire un U qui contient les prédictions. Donc ça va être U prédicteur, nous allons l'appeler. Size of double fois size. Voilà. Et alors, nous avons encore besoin donc des coefficients K aussi. Nous avons besoin des bêta et des gamma qui sont donc les différents coefficients que nous avons dans notre méthode. Donc, on va commencer par définir K. Voilà. Qui est donc toujours de taille size. Et alors, pour mettre des zéros initialement, soit on peut utiliser kloc, ou alors on va faire une boucle. Bon, ici, on va vite faire une boucle. Donc là, on peut dire que ki est égal à 0. Alors, maintenant, on va définir les paramètres de notre méthode de Runge-Kutta. Donc, qui sont le nombre d'étages, c'est une méthode d'ordre 4. On va définir des coefficients qui sont les coefficients bêta, qui sont les coefficients qui apparaissent en fait lors du calcul de K1, K2, K3, K4. Et ensuite les coefficients gamma, qui eux sont les coefficients attribués dans la méthode, dans l'itération, donc qui sont par quoi multiplier K1, K2, K3, K4, lorsqu'on l'ajoute à UN. Donc, on commence par le nombre d'étages, si vous voulez, donc c'est 4. Ensuite, les coefficients, donc on a dit bêta. D'abord, nous avons, donc dans l'estimation de f pour K1, c'est UN à plus rien, donc plus 0. Ensuite, on a UN plus avec delta t fois K1 fois 1,5, donc pour ça nous avons 0,5. Pour K3, nous avons un nouveau 0,5. Et pour K4, on a fois delta t. Et donc, c'est simplement 1. Alors maintenant, on calcule les coefficients sur lorsque nous faisons l'itération. Et donc, cette fois, ces coefficients qui multiplient K1, K2, K3, K4. Et donc, nous avons d'abord un sixième, deux sixièmes, deux sixièmes et encore un sixième. Et donc, ça nous donne... attention de bien mettre les points 0 pour être sûr que ce soit des doubles. Et voilà. Ensuite, nous pouvons écrire notre méthode. Donc écrire for int j égale 0, j, et là on fait le nombre d'étages, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est K1, K2, K3, K4, il y a 4 étages. Ensuite, on fait chaque nœud. On parcourt chaque nœud. Hop. Donc là, on fait sur size. Et là, pour chaque nœud, on va faire uPredictor. Et uPredictor, qu'est-ce que c'est? On va dire, c'est uhold de i plus dt fois bêta-j fois ki. En fait, uPredictor, c'est donc ce que nous mettons dans le f lorsque nous calculons le K1, le K2, K3, K4. Et en fait, donc c'est simplement des calculs de la fonction f estimée à certains points. Et donc pour obtenir nos différents cas, il nous suffit de faire appel à la fonction advection diffusion compute right hand side. Nous donnons toujours notre problème, mais cette fois on donne uPredictor.
et on donne le K, car c'est là donc nous allons remplir les valeurs. Ensuite, on reparcourt size, on reparcourt donc tous nos nœuds et on met à jour UI. Et donc là, cette fois, c'est avec le coefficient gamma. Ce sera donc gamma J, oui, car c'est bien par rapport à l'étage. Et fois KI. Voilà. Alors attention, on a fait des malloc, il faut bien faire les free à chaque fois. On free uhold, on free upredictor, et on libère K. Voilà. Et nous avons comme ça notre méthode de Runge-Kutta qui est implémentée. Enfin, nous pouvons comparer nos deux méthodes et vérifier que nous obtenons la bonne solution. Donc ici, nous remarquons pour une méthode de l'air, par exemple, le résultat. Nous pouvons donc appuyer sur la touche K pour tester la méthode de Runge-Kutta. On voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus précise. On peut également appuyer sur la touche R pour relancer la simulation. Cela clôture donc ce 8e devoir. Je vous dis à bientôt pour de prochains podcasts sur Radio Gazoo. Bonne fin de semaine.